Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de la guerre des clones. Le marché de la skincare a complètement changé. Avant, c'était les actifs puissants, les formules pointues, et c'était uniquement réservé à la cosmétique de luxe ou de parapharmacie. Aujourd'hui, tu as des sérums à 6 € qui promettent la même chose qu'à ceux à 120 €. Et ça, c'est grâce à une génération de marques qui a décidé de couper dans le gras. Plus de packaging bling bling, plus de storytelling à rallonge sur 3 générations avec des fleurs récoltées je ne sais où dans la montagne perdue là-haut là. Juste des molécules et des pipettes. Et depuis cette année, cette approche scientifique, médicale, cartonne, notamment avec la marque The Ordinary dont j'ai fait une vidéo qui a quasiment fait plus d'1 million de vues. C'était la marque du peuple. La skincare honnête, sans paillettes, brute, formulée avec la science. Mais aujourd'hui, The Ordinary commence à trembler. Parce qu'il y a des marques encore plus agressives qui ont débarqué avec exactement le même concept en cassant les prix. Et d'ailleurs, on le voit très clairement dans leur dernière campagne marketing dont je t'ai parlé dans cette vidéo-là. The Ordinary, avec sa campagne The Periodic Fable, dénonce le bullshit marketing des cosmétiques et prône la transparence et le retour à moins mais mieux. Et pour le mois de novembre qui finit souvent avec le Black Friday, ils ont eu une idée beaucoup plus slow, beaucoup plus éthique, le Slowvember. Un mois de promo éthique pour consommer lentement et tout le site est à moins 23% précisément. The Ordinary retourne complètement sa veste sous couvert de morale et désormais de conscience presque écologique. C'est une opération de défensive ultra bien huilée. Ils veulent garder les clients qui partent chez leurs concurrents beaucoup plus low cost. Parce que pour des marques comme The Ordinary, en fait aujourd'hui le danger ne vient pas des marques comme Dior et Estée Lauder, ça vient plutôt des marques comme Beauty of Joseon, Laquais Beauty, mais pas que. Finalement, ça vient de toutes ces marques qui copient le modèle de la cosmétique, ingrédients centrés, scientifiques, approche médicale. Mais surtout sans les augmentations de prix, parce que The Ordinary c'était quand même connu pour être une marque petit prix, et aujourd'hui, ça ne l'est plus tellement. Ces marques reprennent les mêmes identités, les mêmes actifs phares, les mêmes flacons, niacinamide, rétinal, BHA, PHA. Sauf que, à la caisse, au final, c'est 2 fois moins cher. Et c'est là la vraie révolution. Les dupes, aujourd'hui, ne copient plus les produits de luxe, ils copient les marques censées démocratiser ce luxe. Et je pense que tu l'as sûrement remarqué, depuis quelques années déjà, toutes les marques de skincare finissent plus ou moins par se ressembler. On a les mêmes flacons, les mêmes pipettes, la même police minimaliste, et ces mêmes noms scientifiques, niacinamide 10% plus zinc, etc. Même Aromazone s'y est mis, alors que techniquement c'est pas du tout la direction artistique, puisqu'ils sont dans le naturel, les plantouilles quoi. Et non, eux aussi, ils empruntent le chemin que The Ordinary a ouvert. Et donc, énormément de marques ont cloné l'identité de The Ordinary. Et aujourd'hui, on va voir si c'est une bonne stratégie d'imiter cette marque qui est déjà installée, ou est-ce que c'est tout simplement un raccourci paresseux qui empêche les autres marques de se créer une vraie identité. Et après, on étudiera notamment les compositions. Il faut être honnête, copier les leaders, c'est pas bête du tout. The Ordinary, quand ils ont débarqué, ils ont mis énormément de temps à faire un carton. Ils ont dû éduquer tout le monde sur les acides, sur les peptides, comment les utiliser, les dosages, la transparence, quels actifs ne pas mélanger. Et en fait, ils ont pris tous ces risques. Ils ont dépensé des millions en com, même si au début, The Ordinary, c'était vraiment une marque basée sur le bouche à oreille, puisqu'il y avait vraiment peu de communication de part des influenceurs. Ils ont fait énormément de R&D et cette marque est ensuite arrivée pour prendre exactement tous les cartons pleins de The Ordinary, les reproduire à la quasi-identique, mais pour 2 fois moins cher. Et résultat, ces marques qui reprennent cette même identité olfactive, le consommateur, en fait, il comprend tout de suite le message. En fait, il va voir ce flacon il va penser en fait efficacité, simplicité, actif pur, finalement, plus besoin d'expliquer. Économiquement, cette stratégie, ça marche. T'as pas besoin d'innover en tant que marque, t'as pas besoin de financer, t'as pas de storytelling à réinventer, juste à reproduire ce qui marche déjà avec un petit peu ta patte à toi. Et aujourd'hui, la skincare se transforme exactement comme le marché de la fast fashion. On va prendre les inspirations des grands créateurs pour les reproduire en version low cost. C'est ce qu'on appelle une stratégie rapide d'accès au marché
Tu gagnes du temps, tu gagnes de la visibilité, tu t'économises un plan de com, tu captes qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être se détourner de The Ordinary parce qu'ils ont déjà testé les produits, ils n'ont pas été assez satisfaits, donc ils veulent changer, ils veulent également profiter du marketing de la nouveauté et tester un produit qui n'y ressemble mais qui n'est pas de la même marque et peut-être qu'il y aura d'autres effets intéressants pour ta peau. Mais bien entendu, des gens qui veulent payer moins cher tout le temps. Mais le problème en fait, c'est que cette stratégie, elle a un espèce de plafond de verre parce qu'une marque qui copie, fondamentalement, c'est une marque qui s'efface derrière une autre. La marque ne construit pas une réelle identité, elle va profiter effectivement d'une image existante et surtout, ça crée pas réellement d'attache émotionnelle avec le consommateur. Notamment, là, je pense à Aromazone. Voilà, j'adore certains de leurs sérums que je trouve très intéressants pour le prix et par rapport à leur naturalité et leur voilà, l'aspect clean beauty. Mais fondamentalement, j'ai aucune attache émotionnelle à Aromazone. Parce que aujourd'hui, je trouve que certains produits Aromazone, notamment comme le rétinal végétal, je trouve qu'en termes d'efficacité, ça n'a absolument rien à voir avec un rétinal synthétique. Et notamment si demain The Ordinary disparaît, entre autres, l'existence des sérums à Aromazone, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt, et c'est également le cas de la marque dont on va parler dans quelques instants. Et le problème, c'est que s'il y a une marque qui copie The Ordinary en encore moins cher, eh bien, elle prendra la place, entre autres, de Aromazone. Et finalement, c'est un peu une course vers le bas. On économise seulement du prix, mais pas de la valeur. Et pendant ce temps, des marques comme The Ordinary ou encore Olaplex, dont on va parler dans quelques instants, continuent d'évoluer, continuent de sortir des nouvelles gammes. Alors certes, sans trop d'intérêt à mon sens, mais ils vont proposer des espèces d'innovations technologiques, mais surtout faire avancer la culture skincare et haircare. Notamment en créant des nouveaux marchés, comme le marché des Bond Repair, comme l'a fait avec Olaplex, comme je t'explique dans cette vidéo que je t'invite très vivement à regarder. Et les marques suiveuses, les marques vampirisatrices, en fait, elles attendent tout simplement le prochain move à copier. C'est un peu ça le vrai souci des marques aujourd'hui, c'est que quand tu copies, t'as en fait aucun pouvoir créatif, tu ne mènes pas de mouvement et elles le subissent juste. Alors oui, copier un marché qui fonctionne, c'est malin quand tu veux te faire une place rapidement sur ce marché, et surtout un marché qui est très saturé, mais à long terme, tu te retrouves un petit peu coincé dans ce truc d'image de second choix. Et c'est ce qui se passe, en fait, le consommateur, il achète des marques qui ressemblent à The Ordinary, mais il s'y attache pas forcément. Les marques suiveuses, elles vont vendre du volume, mais les pionniers, comme The Ordinary, comme le souligne leur campagne, gagnent en légitimité. Et dans un monde où les marques deviennent en fait des symboles absolument culturels énormes, eh bien c'est pas forcément le plus gros qui gagne. C'est celui qui a quelque chose à dire, comme nous le montre la dernière pub. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que le marché du dupe connaît un essor monumental et ça peu importe le marché, que ce soit le marché de la skincare, du haircare, de la mode, de la parfumerie, on y viendra peut-être dans une vidéo d'ailleurs. Et aujourd'hui, il y a des marques qui reprennent exactement les marchés qui explosent, comme les marchés des Bond Repair avec Olaplex, avec The Ordinary, avec la K-Beauty. Et il y a une marque qui fait tout ça, c'est la marque Revox B77 ou 77. Cette marque copie absolument tout ce qui cartonne sur les réseaux sociaux, et ça sans aucun problème. Mais je vais t'expliquer un petit peu dans quelques instants pourquoi c'est possible, mais d'abord on va revenir un petit peu sur le contexte économique actuel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui dans la France à Macron, les gens ont de moins en moins de moyens, et c'est le cas d'ailleurs un petit peu partout dans le monde, sauf quelques pays un petit peu émergents. Et d'un autre côté, on demande aux gens d'être de plus en plus présentables, avec une peau et des cheveux parfait. Il y a une pression esthétique qui n'a jamais été aussi forte dans notre société, et le pouvoir d'achat aujourd'hui, il n'a jamais été aussi faible. Il faut savoir que dans les années 70, 80, 90, les personnes qui sont nées dans les années 60, 70, vous allez me dire ce que vous utilisiez comme skincare dans les années 80, 90. Et j'ai fait un sondage rapide. À l'époque, la skincare, dans les années 80-90, ça se limitait à la crème Nivea, un déodorant, un nettoyant pour le corps qui fait également le visage, ou un pain dermatologique, un espèce de savon que tu vas te mettre sur le visage, et c'est tout. 80% des femmes qui avaient une skincare dans les années 80-90 utilisaient
la crème Nivea. Il faut se souvenir qu'avant les années 2010, la skincare qu'on connaît actuellement, avec nos routines en 36 000 étapes, n'existait tout simplement pas. Dans les années 80, tu mettais un lait démaquillant, un tonique vite fait, tu nettoyais ta peau, la crème Nivea et basta. On n'avait pas de niacinamide, d'acide hyaluronique, de SPF, alors le SPF, n'en parlons pas, je sais même pas si les personnes nées dans les années 60 se mettaient de la crème solaire quand elles allaient au soleil. La marque qui dominait le marché de la skincare, c'était Nivea. Après, il y avait éventuellement L'Oréal si tu voulais être un petit peu fancy. Si tu voulais être dans un positionnement un petit peu plus luxe, il y avait également la marque Clarins. Et pour les parisiennes ultra pointues, il y avait Darphin, Decléor ou encore Sisley. Et d'ailleurs, il me semble que dans les années 80 et 90, c'est là où Sephora a commencé à se démocratiser. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'au début, Sephora, c'était un espèce de magasin, un petit boui-boui, un petit tati, un petit babou, quoi. Ça n'avait rien à voir avec l'image de luxe qu'on a aujourd'hui de Sephora. Bref, avance rapide à 2025, aujourd'hui tout le monde a capté qu'il fallait s'exfolier un minimum la peau, la nettoyer tous les soirs, et la protéger des SPF. Les besoins se sont multipliés à vitesse grand V, comme nous le montre d'ailleurs de façon très ironique la campagne The Ordinary, dont ils sont en fait eux-mêmes coupables en quelque sorte, parce que c'est eux qui ont démocratisé autant de choix aussi dans la skincare, autant de choix scientifiques, la vitamine C, la vitamine A, l'acide hyaluronique, l'acide polyglutamique, l'acide glycolique, voilà. Et donc en fait, ils sont eux-mêmes coupables d'avoir multiplié ces besoins, et aujourd'hui, grâce à cette campagne, ça revient à effacer totalement leur part de responsabilité en tournant en dérision les autres acteurs du marché de la beauty, alors qu'ils sont eux-mêmes fortement responsables. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre portefeuille, en fait, il n'a pas suivi. Les prix de l'immobilier explosés, les salaires restent. Voilà. Et aujourd'hui, les marques de luxe ne se gênent plus pour vendre leur sérum quantique à 500 €. Et c'est là où des marques aspirantes, des marques vampirisatrices comme Revox entrent dans le jeu. Elles copient littéralement des marques comme The Ordinary, Olaplex, K18, mais à un tarif compatible avec la réalité financière des gens. C'est une marque qui ne te vend pas du rêve, elles veulent te vendre du résultat uniquement pour 8 € pièce. C'est un espèce de luxe démocratisé ou du moins une illusion du luxe pour tous. Et aujourd'hui, dans un climat où on te répète sans cesse qu'il faut être impeccable pour être bankable, pour être intéressante surtout quand t'es une femme, ces marques vampirisatrices remplissent une vraie fonction sociale. Elles permettent de rester dans la course à l'image sans finir à découvert. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière cette marque Revox B77? Cet aspirateur à tendance. Cette marque, je l'avais déjà vue dans divers contenus, mais j'avais pas vraiment creusé. Et c'est quand la marque a proposé de m'envoyer des produits gratuitement que je me suis dit, tiens, je vais tester. Et petit disclaimer, c'est pas une publicité rémunérée, je suis pas payée pour faire ce contenu, j'ai juste reçu des produits gratuitement. Et j'avais vraiment envie d'approfondir et de vous expliquer ce que c'est que ce marché des marques vampirisatrices de tendance. Donc cette marque Revox B77 se positionne vraiment comme une marque qui veut uniquement challenger les prix sur le segment cosmétique, ingrédients centrés, scientifiques. Et quand tu regardes les packagings de Revox et The Ordinary ou encore Olaplex, t'as littéralement quasiment l'impression de voir des sœurs. On a cette même esthétique clinique, ces mêmes promesses d'efficacité, mais avec une approche encore plus accessible en termes de portefeuille. Et pour cause, Revox est une marque européenne d'origine bulgare, développée au sein d'un énorme groupe qui contient toutes ces marques. L'ambition de cette marque est claire, tout le monde mérite une peau saine avec des soins de haute qualité à tout petit prix. Leur ligne directrice, c'est clairement les ingrédients concentrés, des formules simples à comprendre et une promesse d'obtenir des résultats professionnels à la maison. On est vraiment sur la direction artistique du laboratoire accessible scientifique qui va vraiment te soigner, te pimper. Tous les packaging, les flacons transparents, les étiquettes blanches, les polices d'écriture ultra simples, ultra minimalistes, rangées par molécules, tout est pensé pour évoquer la clarté, la rigueur, la confiance, la science et surtout l'efficacité. Et ce qui est intéressant, c'est que Revox a compris le marché européen puisqu'ils justement justifient leur fabrication européenne conforme aux standards de qualité donc de l'Union européenne. En gros, ils se veulent low cost mais sans aucun compromis. Et c'est ultra intéressant parce que les sérums se vendent beaucoup moins cher que The Ordinary. On est à partir d'un sérum à partir de 6,49 €, soit la moitié du prix des sérums The Ordinary par exemple. Et bien entendu, la cible c'est les jeunes adultes, les hommes, les femmes, qui veulent une peau hydratée, belle, en mettant maximum 40 € dans une routine en 4-5 étapes.
Et visiblement, quand on va sur leur Instagram, Revox c'est vraiment une marque qui a connu un beau succès, puisque on a vu quand même plusieurs publicités taper le million de vues, donc c'est qu'il y a clairement un public intéressé par ce genre de cosmétiques. Et c'est précisément cette position, cette accessibilité, cette expertise qui leur permet de se faire une place dans cette jungle ultra concurrentielle du skincare à petit prix. Mais derrière cette image ultra lisse, ultra parfaite et ces prix qui défient toute concurrence, qu'est-ce qu'on achète vraiment? Est-ce que les compositions sont à la hauteur de ce qu'ils annoncent? Est-ce qu'on a vraiment des actifs qui sont bien dosés, stables, efficaces? Ou est-ce que c'est juste une copie low cost des best-sellers du marché? Pour le savoir, on va notamment comparer les compositions de leurs produits phares, leurs sérums notamment, par rapport à ceux de The Ordinary et ceux de Olaplex. Et tu vas voir, les différences ne se jouent pas forcément là où on l'attend. On va comparer les deux nettoyants, celui au Squalane de The Ordinary et Revox. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans la composition du Revox, on va avoir de l'eau, du Squalane, de l'isododécane, du diméthiconol bisisopropyl, PPG20, cross-polymère, du cococaprylate carpate, glycérine, du phénoxyéthanol, et après le phénoxyéthanol, on va retrouver quelques extraits naturels de kiwi, de citron, de pommes, de que sais-je. Là où The Ordinary va proposer d'abord du Squalane, ensuite de l'eau, ensuite un cococaprylate carpate, puis de la glycérine, du sucrose stéarate. Et du coup, quand on creuse un petit peu comme ça dans la composition, on se rend compte que finalement Revox c'est un mélange d'eau, de Squalane et de beaucoup d'ingrédients qui vont donner quelque chose de très sensoriel, très glissant, notamment comme de l'isododécane, du diméthicone qui n'est autre qu'un silicone, des émollients qui vont donner ce toucher velours mais qui n'apportent pas forcément grand chose à long terme sur la peau. Alors oui, tu as quelques extraits naturels comme pomme, citron, kiwi, mais ça relève un petit peu plus du marketing que de l'efficacité. C'est joli sur le papier, c'est présent à des doses, voilà, justement symboliques, et ça coûte 6,49€ les 30 ml. Chez The Ordinary, la base en fait elle va être un petit peu plus cohérente, on va avoir du Squalane effectivement premier ingrédient, des esters végétaux, de la vitamine E pour protéger la barrière cutanée et 10,99€ les 50 ml. La composition est quand même un petit peu mieux chez The Ordinary. Maintenant on va se pencher sur le sérum au rétinal. Donc Revox, on va être sur de l'eau, de l'élastine hydrolysée, de la provitamine B5, du propylène glycol qui est un hydratant, de la glycérine, un PEG40 hydrogenated castor oil, donc une huile de ricin hydrogénée, un phospholipide, des capriques triglycérides, de la vitamine C, du rétinaldéhyde, du phénoxyéthanol et ensuite un petit peu voilà, des acides aminés, des choses un petit peu plus anecdotique. The Ordinary, quant à la composition, va être sur de l'eau, un alcool gras, un propanédiol qui est un hydratant avec du pentylène glycol émollient et du rétinal. Quelques extraits naturels. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Revox y propose une espèce d'initiation au rétinal parce que la dose de rétinal présente à l'intérieur, je crois qu'elle est de 0,06% contre 0,2% chez The Ordinary. Pour le coup, The Ordinary, ils ont proposé un vrai travail de formulation, mais surtout de packaging, puisque on le sait, le rétinal est quand même quelque chose de très peu stable, qui peut s'oxyder rapidement, qui peut s'abîmer vite, que ce soit par la formulation ou par l'encapsulation ou par le packaging. Le rétinal est protégé, accompagné d'antioxydants, d'agents apaisants, ce qui le rend plus efficace et mieux supporté sur le long terme. Par rapport au prix, on est à 6,49€ les 30 ml chez Revox et 17€ sur les sites internet. En revanche, le The Ordinary, on le trouve plutôt aux alentours de 23€ chez Sephora. Là encore, The Ordinary gagne. Maintenant, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus basique comme comparaison, le sérum à la niacinamide. Pour nous, c'est quand même assez simple de faire un bon sérum à la niacinamide maintenant. Donc Revox, on va être sur de l'eau, de la vitamine B3, du pentylène glycol, du zinc citrate, du phénoxyéthanol. The Ordinary, on va être sur de l'eau, de la niacinamide, du pentylène glycol, du zinc PCA, un petit peu de naturalité et du phénoxyéthanol et de la chlorphénencine. C'est ce que je regrette majoritairement dans les compositions The Ordinary, c'est ce manque d'effort sur les conservateurs. Il n'y a pas encore l'utilisation des conservateurs mieux tolérés par la peau, comme l'éthylhexyglycérine qui est beaucoup plus utilisée dans les formules K-Beauty. Alors oui, Revox propose une version simplifiée et ultra économique du sérum à la niacinamide, mais là encore, The Ordinary reste un petit peu plus performante en termes de formulation, grâce notamment à l'ajout de zinc PCA dans la formulation qui est plus biodisponible pour ta peau et du coup qui sera un petit peu mieux équilibré. Et là encore, on est à 6€ les 30 ml pour le The Ordinary. Et ce qui est intéressant, c'est que Revox reprend également les codes de la K-Beauty avec leur gamme un petit peu japanisante, si j'ose dire.
Et par exemple, si on essaie de comparer un produit Revox à un produit Yepoda, on se rend compte entre autres que le produit Yepoda va avoir des tensioactifs beaucoup plus doux, de la glycérine, quand au produit Revox, on va être sur de l'eau, un sodium laureth sulfate, un coco-glucoside et beaucoup de PEG et d'extraits pas vraiment naturels, même si on a de la naturalité après dans la listing. Mais c'est vrai que pour un nettoyant, moi je vois pas trop l'intérêt. Pour Yepoda, on est à 20 € les 120 ml, quant à Revox, on est à 5,99 € les 150 ml. Cela dit, lorsqu'on regarde entre autres la compo du Revox acide hyaluronique nettoyant, on est sur de l'eau, du sodium hyaluronate et un sodium lauryl sulfate et de la glycérine. Et pour l'avoir testé, pour l'avoir reçu gratuitement et testé, je dois vous dire que je crois que ça m'a quasiment réconcilié avec les sulfates, parce que pour le coup, comme le sulfate est entre du sodium acide hyaluronique et de la glycérine, ça atténue grandement le potentiel décapant et pour le coup, ce gel nettoyant est hyper doux, hyper agréable, même s'il contient des sulfates. Et il coûte 6,49 € les 250 ml, donc pour les tout petits budgets, qui s'en foutent des compositions puisqu'on va retrouver du DMDM identoïne et du disodium EDTA, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Maintenant, passons à la partie sur Olaplex. Revox nous dit avoir développé une molécule qui équivaudrait finalement un petit peu à Olaplex. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent exactement la même dynamique que Olaplex, les mêmes produits, les mêmes shampoings bleutés, etc. etc. Et ce qui est intéressant, c'est que leur fameux hydroxypropylgluconamide et hydroxypropylammonium gluconate, eux aussi, réparent partiellement les liaisons. Et vraiment, les compositions sont extrêmement similaires entre le Olaplex numéro 1 et l'étape numéro 1 de Revox Bond Multiply. On va être sur de l'eau, les molécules, conservateur, point final. Pareil pour l'étape numéro 2. On va avoir un peu plus d'ingrédients, mais globalement, la formulation reste similaire. Revox s'inspire très clairement d'Olaplex dans le discours, mais finalement, la technologie n'a rien à voir. Olaplex va réparer partiellement les lésions des disulfures cassées à l'intérieur de la fibre, mais cela uniquement si on continue à utiliser les produits Olaplex sans s'arrêter, comme c'est précisé d'ailleurs dans les brevets Olaplex. La vidéo, je te la remets ici, n'hésite pas à les cliquer, elle est dans la description. Tandis que Revox, lui, dit agir sur les liaisons hydrogènes, donc un petit peu plus en surface finalement, avec un effet cosmétique temporaire. Donc on peut très clairement parler d'un dupe marketing, mais pas du tout d'un dupe technologique, puisqu'il n'emprunte pas du tout la même molécule qu'Olaplex, et encore moins celle de K18. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur K18, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Et pour avoir testé les produits numéro 2 et 3 de Revox, alors oui, ça démêle bien. Est-ce que ça répare le cheveu? Honnêtement, je trouve qu'il y a mieux sur le marché, mais pour le prix, peut-être que ça peut être une alternative. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout booster la vidéo. Je te mets le petit tuto ici. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux que j'analyse une marque en particulier, d'ailleurs, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Finalement, après avoir analysé tout ça, quand on y pense, Revox, c'est un petit peu la cannibalisation du marché actuel. C'est une marque simple qui se veut universelle, qui te promet une peau saine, sans te ruiner. Bon, faut pas trop regarder les compositions, hein, les naturalistas. Sauf que, au lieu de t'offrir une crème grasse et bleue, elle t'offre un flacon pipette ultra minimaliste avec un discours scientifique. Finalement, c'est un peu la même mission, mais une autre époque. Les marques vampirisatrices, les marques suiveuses profitent finalement d'un système où le consommateur veut tout, exactement comme la crémière. Ils veulent l'efficacité, la crédibilité, le look premium, mais sans le prix qui va avec. Ces marques ne sont pas juste des opportunistes sans foi ni loi, elles sont tout simplement le reflet de notre contexte économique actuel, où le beau doit rester atteignable. Les marques comme Revox sont devenues tout simplement un mécanisme de marché. Et finalement, ce genre de marque cannibalisatrice profite tout simplement de la faille socio-économique qu'on a actuellement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager cette vidéo sur Instagram, peut-être en story, ou à une copine qui s'intéresse à la marque Revox, ou à une copine qui a un tout petit budget et qui s'en fout des compos. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.